Start recording. Voilà, je recommence. Le programme de la session, déjà je vais me présenter, dire ce qu'on dit, quoi on va parler. On va parler de ce que c'est qu'un RAG, essentiel que sont les embeddings, le cas d'usage que nous allons essayer, que nous allons implémenter. Et ensuite, là je vais arrêter le recording à la fin de la session et on va faire un petit workshop pour essayer de le faire directement sur vos machines, ceux qui sont présents. Et on va discuter aussi de ce qu'on peut apprendre après avoir fait cette petite démo. Très content de faire cette petite introduction au RAG parce que c'est un sujet très excitant et on va commencer tout de suite. Déjà, on va commencer. Alors, moi, c'est développeur chez Reboot Conseil depuis environ 1 an et demi. Nous avons monté chez Reboot Conseil une IA Squad, c'est-à-dire une verticale chez nous, dont le but est de développer et d'assister nos clients et de former aussi différents prestataires et aussi étudiants aux technologies liées à l'IA, parce qu'on se rend compte que effectivement c'est une révolution technologique. On savait depuis longtemps parce qu'on est nos compétences learning, predictive, computer vision, etc. Et là, avec ce tournant qu'est la démocratisation, il y a plein de facteurs comme le fait que beaucoup de librairies open source, facile l'utilisation de certains algorithmes. Il y a aussi les machines aujourd'hui qui ont été théorisées, ne pas être mises en place. Donc moi, Yacine, je suis fasciné par mon but, c'est de les partager. Donc qui sommes-nous? Nous sommes Reboot Conseil, une société de services numériques qui accompagne nos clients de toute industrie, de tout pour les aider dans leur transformation digitale. Donc on est implanté à Strasbourg. Nous avons en ligne un blog, plusieurs blogs même, parce que nous commerce, nous accompagnons l'industrie comme des gens un peu moins connus. Donc adresse, c'est-à-dire qui ont un background technique à minima. Et là, j'ai mis les prérequis en dessous et on va y revenir juste après. Et pourquoi je fais cette session? Parce que je me suis rendu compte qu'on dépense par défaut beaucoup d'argent, tokens, auprès des providers IA, que on ne met pas l'accent dans les réseaux sociaux sur la capacité d'utiliser des services sur des machines consumer grade, c'est-à-dire pas forcément de dingue, mais sur des machines, on va dire, que n'importe quelle PME peut s'acheter. On peut mettre en œuvre des systèmes relativement puissants et obtenir des résultats assez rapidement avec les technologies open source aujourd'hui. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure des notions et prérequis. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour démarrer? Il nous faut... Bonjour, bonjour. Excuse-moi, pas de problème. On se connaît, on s'est déjà vu. Installe-toi où tu veux. Installe-toi où tu veux. On a encore des gens qui arrivent physiquement ici. Tu es le dernier, mais c'est pas grave. Il y en aura peut-être d'autres. C'est peut-être l'avant-dernier, qui sait. Mais du coup, aujourd'hui, où est-ce que j'en étais? Oui, les notions et prérequis. Donc, il faut juste avoir un environnement Python fonctionnel, c'est-à-dire ça run du code Python sur la machine, que ce soit sur Windows, Mac. Il faut savoir ce que c'est qu'un LLM. Est-ce que déjà dans la salle, tout le monde sait ce que c'est LLM? Cool. Il faut comprendre les notions de token, mais je vais y revenir de pense un peu là-dessus.
Et du coup, enfin, je vais quand même le répéter. Token, en fait, c'est tout simplement du chunking de la donnée, texte, petits bouts, et ces petits bouts forment des unités de 100. Donc il peut y avoir dans les tokens de la ponctuation, des mots, et souvent ces mots sont lemmatisés, c'est-à-dire que si vous prenez un verbe anglais, genre this man is running, le mot running, il va être transformé en run pour que ça prenne moins de place et pour que le sens demeure. Donc les tokens, en fait, c'est des chunks de texte qui vont être utilisés pour être générés par le LLM et aussi pour être interprétés par ce même LLM. La context window, qu'est-ce que c'est? C'est la fenêtre d'attention du LLM, c'est-à-dire quel est son champ cognitif au moment où on démarre une conversation, quelle est la taille de son input et vous avez des LLM plusieurs tailles. Au début, ça démarrait petit, et il me semble du 4000 et quelques tokens. Maintenant, on a du 128 000, voire du 1 token. Google Gemini commence à être de plus en plus répandu. En fait, le token, c'est dans une conversation que vous avez un LLM, le context window, pardon, dans une conversation, combien de réponses et d'input de l'utilisateur il peut considérer lorsqu'il génère simplement. Et dans les prérequis, moi j'ai mis qu'il fallait une installation standard de Docker. Pourquoi? Parce que c'est la façon la plus simple de juste faire un Docker Compose Up et il n'y a pas besoin d'installer en envie reproductif. Tout ça, c'est pour la partie prérequis de la session. Maintenant, on va parler de... Ah, on me dit sur le Twitch que ça coupe quand je parle, spécialement quand je bouge. Ok, fasse gaffe. Merci Tristan, je vais mettre un peu le gain pour que ça coupe moins et ça m'a l'air pas mal. Ok, super. Donc, le RAG, qu'est-ce que c'est? Retrieval Augmented Generation. Ce sont en fait des systèmes qui vont instrumenter des LLM pour, et là j'ai cité en fait les trois termes. La partie retrieval, c'est, en fait les LLM sont entraînés sur ce qu'on appelle leur knowledge base, c'est-à-dire qu'ils ont un corpus, pour les LLM on va dire qu'ils font que du texte, ils ont un corpus de texte sur lequel ils ont été entraînés, qui constitue leur base de connaissances. Par exemple, vous prenez un chat GPT, vous avez Wikipédia, vous avez des articles. D'ailleurs, le New York Times a fait un procès à OpenAI à ce sujet, des articles de journaux. Vous avez quantité de contenus de diverses sources qui servent à entraîner le modèle et qui constituent la base de données, on va dire, initiale du LLM. C'est pour ça que vous avez, quand vous parlez sur ChatGPT, parfois le message « je ne sais pas, mes connaissances s'arrêtent à telle date en 2024 ou 2023 ». C'est parce que à partir de là, son knowledge, entre guillemets, est coupé et le LLM ne peut pas vous répondre sur des business, sur des données privées ou des données qui sont apparues après son entraînement. Ils n'ont tout simplement pas été sélectionnés lors de son entraînement. Merci Tristan pour la régie à distance, c'est génial. Et du coup, la partie retrieval, ça sert à quoi? Ça sert en fait, dans ce système-là, ça sert à dire, ok, tu n'as pas toutes les connaissances, cher LLM, à ta disposition pour répondre aux use cases dont on a besoin, mais je vais te fournir des accès à des systèmes externes, que ce soit des bases de données ou autres, qui vont te permettre de chercher cette information et d'enrichir, et c'est là qu'on arrive dans le augmented, d'enrichir avec ces informations texte. Là, on parlait de contexte window. Dans le contexte, on va insérer ces informations et rechercher d'autres sources, et après, on va pouvoir générer une réponse factuellement plus correcte et enrichie de données, on va dire, généralement, quand on découvre le monde fascinant de l'IA générative, en tout cas dans le monde de l'IA générative textuelle, on passe par, souvent, actuellement, présente cette évolution maîtrise de l'IA générative, 3 étapes. D'abord le prompt,
où on va essayer de maximiser le résultat des requêtes qu'on fait à l'IA en craftant, en faisant les prompts, c'est-à-dire je sais pas, queries, comment on peut les requêtes, merci. En faisant les requêtes les plus optimisées possibles pour obtenir le résultat souhaité. Typiquement, ça passe par comme donner une personnalité au bot, lui dire tu es, tu es un médecin, afin de faire ce qu'on appelle donner une personae, c'est-à-dire orienter le bot dans un certain ton, dans un certain, euh, dans un certain champ sémantique, afin qu'il vous donne les réponses souhaitées. Typiquement, c'est donner des consignes très spécifiques quand on veut faire de l'extraction de données, etc., etc. Donc ça, c'est la phase 1, généralement, quand on découvre l'IA générative, c'est le prompt engineering. La quantité technique, il y a du chain of faults, du few shot prompting, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Ensuite, on va vouloir implémenter du RAG. Et là, on est dans cette phase-là, dans ce meetup, c'est-à-dire instrumenter des LLM. Ils utilisent des ressources externes afin d'augmenter leurs réponses. Et tout à la fin, cette pyramide de la maîtrise de l'IA générative, vous allez avoir le fine-tuning de LLM, où on va réentraîner des modèles existants pour qu'ils soient, pour qu'ils soient spécialisés dans un domaine. Typiquement, on va faire du fine-tuning pour le domaine médical, du fine-tuning pour le domaine financier, ce genre de choses, où là, on a besoin de ressources en calcul, en computation, pour réentraîner des modèles existants et les orienter dans un domaine particulier. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des LLM open source et commerciaux, foundation models, c'est-à-dire qu'ils sont en théorie conçus pour répondre à des questions générales, quel que soit le domaine. Et du coup, la dernière étape, oui, je l'ai dit, c'est la génération. Et là, je vous ai fait un petit schéma, un petit sequence diagramme qui se lit de gauche à droite et de haut en bas. Donc, dans un premier temps, vous avez l'utilisateur. Dans un premier temps, vous avez l'utilisateur qui soumet sa requête à l'agent. Donc là, il est appelé, c'est le LLM, et je vais parler plus de l'agent. Cet agent-là processe la requête, et dans un système RAG, dans un système qui n'est pas RAG en réalité, quand vous parlez juste à ChatGPT sans qu'il ait une knowledge base extérieure, vous allez juste lui soumettre la requête et vous allez arriver tout de suite en bas où le LLM vous répond. Ça, c'est votre utilisation quotidienne des LLM via des interfaces commerciales bien connues. Vous envoyez votre requête, il envoie la réponse, fin de l'histoire. Mais là, avec le système RAG, il va se passer tout ce que vous voyez à droite de. C'est-à-dire qu'il va aller. Le système, c'est pas le LLM lui-même, code qu'on a écrit qui va déclencher une automatisation pour récupérer des documents à partir de quelle qu'elle soit. Et après, les documents sont retournés pour enrichir, et là on est dans la phase augmented, le contexte de l'agent. Ensuite, on a ce qu'on appelle du ranking de documents, et vous avez des frameworks qui vous permettent de faire ça. Et celui qu'on va utiliser aujourd'hui, les plus gros noms aujourd'hui dans ces technologies-là sont LangChain et LlamaIndex. Aujourd'hui, nous, on va utiliser. Donc le ranking de documents, c'est par rapport à la requête qu'a fait l'utilisateur, quels documents qu'on a récupérés depuis notre source de données sont les plus pertinents. Du coup, ces documents rankés les plus pertinents, les top documents sont retournés dans le contexte. On extrait les passages les plus pertinents de ces documents. Donc toutes ces étapes-là peuvent inclure le LLM qui peut assister dans le ranking de documents et dans l'extraction des passages. Les passages les plus pertinents sont encore une fois retournés à l'agent. Ensuite, la réponse est générée par le modèle et elle est retournée à l'utilisateur. En fait, il faut comprendre avec un LLM, typiquement, mais vous ne parlez pas juste ils vont s'intercaler entre votre requête initiale, le message reçu par le LLM et la réponse qu'il va vous envoyer. L'exemple que j'ai en tête, c'est typiquement chez Google, avec Vertex AI, et d'autres entreprises le font aussi. Vous allez avoir tout un pipeline. Vous envoyez votre requête, et Google va vérifier est-ce que votre requête contient du
harmful content, par exemple du contenu, on va dire, dangereux, explicite, je sais pas, du hate speech, du contenu peu approprié, etc. De là, votre requête est flaguée. Il y a aussi aujourd'hui, il y a tout un pipeline qui va vérifier est-ce que est une attaque, celle de la prompt injection. Il y a des exemples de ça où typiquement des gens ont répété, c'est un papier très connu qui est paru sur Poem. Et à la fin, le fait de répéter une boucle, même mot, ces données dans autre problème, ces données dans caractère personnel, c'est pas cool du tout. Des noms, des adresses pas censées passer lors de l'interface publique. Et du coup, tous ces pipelines-là peuvent être sortis, en tout cas, pas la pub Google, mais et en sortie, par exemple, vous allez avoir d'autres filtres. Donc en fait, ce que vous faites public, mais il y a aussi quand le filtre, le code qui... Alors j'ai mis des icônes là-haut. Alors vous avez typiquement un cas très connu pour les systèmes RAG, le Customer Support. Si vous voulez répondre at scale, c'est-à-dire à des demandes de services d'après-vente en quelque sorte, ben, vous pouvez implémenter un système RAG où quand l'utilisateur vous dit où est ma commande numéro X, et ben, là on déclenche une fonction, il va aller chercher la commande X en base de données, enrichir le contexte du LLM et le LLM peut vous répondre. On a aussi la traditionnelle, ça c'est la deuxième icône, Knowledge Base. Typiquement, ben, on peut juste faire une recherche documentaire sur du contenu, on va dire privé, entreprise. Typiquement, si on maintient une documentation interne qui peut vite s'étoffer avec le temps, typiquement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont utiliser Confluence sur Jira, etc. Et ben là, plutôt que de scroller partout, de cliquer partout à la recherche de contenu, de parcourir des résultats de recherche sur ce genre d'outils, on peut brancher tout le contenu qu'on a dans la base documentaire intra-entreprise et poser ces questions de langage naturel, interface de type chat, et ça va nous remonter l'information. Typiquement, nous on utilise ça chez Reboot. On a l'outil un knowledge management system en interne qu'on appelait Gandalf, et dedans on a mis MRAG. Plutôt que d'aller chercher dans les articles de blog internes où on documente un peu nos process, et certains conseils dans notre façon de travailler, eh ben on pose directement la question à l'interface. Il y a aussi le use case très important qui est la génération de contenu. Où typiquement, on va avoir du contenu de plein de sources différentes et on a besoin de générer du contenu par rapport à ces sources-là. Typiquement, des blogueurs vont utiliser ça, des gens qui ont besoin d'écrire du contenu, on va dire, à titre professionnel. Et j'ai mis la dernière icône, où j'ai mis une icône d'outils. Et là, on va plus rentrer dans le monde des applications dites agentiques, c'est-à-dire des applications où là, on rentre dans un RAG un peu plus évolué. Il s'agit d'applications en fait qui non seulement vont chercher des données dans une source externe à la knowledge base initiale du LLM, mais en plus vont déclencher des actions. Typiquement, si je reprends oui, votre commande est X et voilà son état, eh ben, on peut déclencher carrément des automatisations. On va faire ce qu'on appelle du function calling, où des outils préconfigurés pourront être déclenchés lorsque certains types d'intentions sont repérés chez l'utilisateur. Lors de ce RAG, on va dire augmenté, vous avez une commande qui aurait dû être mise en entrepôt mais qui ne l'a pas été, le système peut de lui-même décider d'enclencher cette action. Donc il y a des garde-fous bien sûr, parce que là on parle de système autonome et c'est important de checker ce qu'ils font, parce que si
retrouver avec des problèmes. Mais ça, c'est l'évolution, on va dire, naturelle de ces systèmes-là, où ils vont être de plus en plus en mesure de prendre des décisions eux-mêmes. Et je fais référence notamment à la dernière présentation qu'a fait OpenAI avec son GPT-4o, qui est capable de, par exemple, prendre la parole. Pourquoi? Parce qu'on a déclenché un calling qui dit que quand il se passe tel type d'événement, bah, peut-être que c'est le etc. Donc ça, c'est les cas d'usage, quelques cas d'usage des systèmes RAG. Aujourd'hui, on va faire un système RAG, on va se retrouver plus dans le cas numéro 2, voire le cas numéro 1, parce qu'on va utiliser la documentation d'un service commercial, mais bien juste après. Et après avoir parlé de ce que sont les RAG, ben, je vais discuter de ce que sont les embeddings. Je parle beaucoup. Est-ce que question? Merci. Alors, ben, on a Céline chez nous qui nous dit que les cas d'usage sont pertinents. Effectivement, hein, moi j'ai recherché les cas les plus communs sur les RAG et c'est ceux qui nous viennent en tête, on va dire, nous au quotidien au travail. Et c'est ceux qui sont donnés par nos clients. Typiquement, c'est ce qu'ils recherchent. Du coup, pour les embeddings, tout à l'heure, je vous ai parlé. Je ne sais pas pourquoi je vous parle d'embedding maintenant, mais c'est bon, je m'en souviens. Pour pouvoir faire fonctionner notre système RAG, il faut bien en fait dire à partir d'une requête de l'utilisateur, il faut bien une relation entre base de données interne sur laquelle on va répondre à la requête. Il faut bien en façon de requête initiale avec la base de données business qui est dans votre entreprise, votre organisation. Ça, ce n'est pas si évident que ça, parce que typiquement, prenez deux mots comme Shakespeare et théâtre. Alors nous, êtres humains, on sait très bien que les deux sont liés, mais d'un point de vue, on va dire, purement lexicographique, si on est dans la recherche à l'ancienne qui n'est pas augmentée par de l'IA, ben, si vous allez chercher le mot théâtre dans une base de données actuelle, par exemple, vous n'allez pas forcément tomber. La relation entre le mot théâtre et le mot Shakespeare n'est pas forcément évidente. Il n'y a aucun lien, on va dire, technique entre les deux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un LLM comprend que théâtre et Shakespeare sont... C'est grâce à un concept essentiel qui sont les embeddings. Les embeddings, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation de la donnée, typiquement du texte. Ça peut être aussi des images, mais ce n'est pas le sujet de ce meeting aujourd'hui. Les embeddings, ben, c'est une représentation de la donnée en tant que vecteur de nombre à haute dimensionnalité. Ça veut dire quoi? Ben, un vecteur, c'est un tableau de nombres, tout simplement, qui a une magnitude et une direction. Et sur un plan en 2D, un vecteur, ça n'a que deux nombres. Un plan en 3D, ça en aura 3, etc. Le fait d'avoir de nombreux nombres dans un vecteur donné, ça permet en fait, d'avoir une vision plus fine des liens sémantiques entre les mots. Typiquement, on va entraîner des réseaux de neurones à créer ces... Donc il y a des modèles et on va en utiliser dans notre workshop qui sont faits juste pour ça. Il ne s'agit pas de LLM, mais de réseaux de neurones dont le job, dont l'entraînement a été à partir de comprendre un mot rapport avec un autre. Et du coup, avec ces modèles, et je vais vous en montrer durant le meet-up, on va générer de longues séries de nombres qui sont des vecteurs à haute dimensionnalité qui vont permettre après d'être stockés dans un vector store, c'est-à-dire une base de données faite pour ça. Stocker ces longues qui vont permettre de faire de la recherche de similarité. Si on regarde le schéma, on va d'abord entraîner un modèle à créer ces embeddings pour comprendre que Shakespeare est lié à théâtre, que chat est lié à animal domestique, etc. Ensuite, on va stocker, on va prendre de la donnée business, on va la passer à la moulinette de ce modèle afin de la stocker dans un vector store. Donc, c'est deux opérations séparées, hein, l'entraînement initial du modèle et le fait de stocker dans un vector store. Et ensuite, l'application de ça, c'est que quand le user fait une requête, on convertit sa requête en utilisant le même modèle en vecteur de nombre. Ce vecteur de nombre, on va le comparer dans le vector store. Est-ce qu'il y a une
et ce qu'on a nous en stock dans notre vector store. On va récupérer les résultats, les retransformer en texte. Déjà, j'ai pas mis cette étape-là. On va donner ça en contexte au LLM et le LLM, enrichi de cette réponse, va générer sa réponse. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'est un embedding. C'est juste un tableau de nombres qui fait surfacer une famille. Et du coup, si vous faites un clustering, c'est-à-dire un groupement de, vous verrez que certains thèmes sont tous au même endroit, d'autres sont d'autres endroits. Et ça, c'est parce que le neural network qui crée ces embeddings est créé pour ça. C'est pas de la magie en fait. Et du coup, aujourd'hui, ce que nous allons, c'est un use case qui m'a beaucoup intéressé, savoir du RAG en local et à peu de frais. Pourquoi ce que je disais au début de la présentation, c'est génial l'IA générative. Magique, mais ça ne l'est pas. On peut faire énormément de choses. Toutefois, la structure peut gros volume de données. Parce que elle fait payer un prix fort. Et du coup, moi, ce que je me suis... Aujourd'hui, la technologie a assez évolué pour avoir des résultats plus que décents avec des choses open source. Et cerise sur le gâteau, on peut avoir des résultats plus que décents sans avoir une ferme de serveurs ou des machines monstrueuses pour le faire tourner. De comparaison, bon, c'est pas un ordi trop dégueulasse que j'ai, mais c'est pas non plus le haut de gamme. J'ai juste une RTX 3070, Go de VRAM, j'ai un i7 et j'ai 64 Go. C'est une bonne config. La config de la mort. Vous ferez pas ça. Vous aurez ce genre de config assez facilement. Du coup, notre use case, c'est de faire fonctionner sans rien payer. L'intérêt aussi c'est que comme vous faites tout fonctionner, vous n'envoyez pas vos données, vos les données de vos employés ou des gens qui travaillent dans votre... Vous ne les envoyez pas à Microsoft, vous ne les envoyez pas à Mistral AI, d'autres providers d'IA, parce que tout tourne potentiellement sur soit votre serveur, sur les ordinateurs portables de vos collaborateurs. Et du coup, notre use case, je me suis dit, il faut au moins ces caractéristiques-là qu'on soit satisfait. Il faut qu'ils puissent run sur CPU, parce que tous les ordinateurs qui sont des machines de travail, là j'utilise ma machine perso, elles n'ont pas toutes une GPU NVIDIA intérieure. Hein, quand vous faites des achats en bureautique, pas dans la configuration, sauf si vous êtes dans le design et encore. Il faut qu'il y ait une interface graphique, parce que compta ou RH ou qui est commercial n'a pas nécessairement envie de run des scripts pour avoir un résultat. Il faut que ce soit facile d'accès et, ça je ne l'ai pas mis, mais il faut pouvoir déployer cette interface graphique, une application web. Il faut qu'on utilise que des technologies open source, à savoir le modèle d'embedding dont je vous ai parlé tout à l'heure et le LLM aussi. Et on verra qu'on va l'appeler plutôt SLM parce qu'on va utiliser des Small Language Models, c'est-à-dire des language models capables de run sur des petites machines. Ça, c'est intéressant. Il faut aussi qu'on utilise Postgres. Pourquoi j'ai fait ce choix de Postgres? Parce que c'est une base de données très répandue aujourd'hui qui a détrôné, il me semble, MySQL et MariaDB, qui permet de faire du relationnel, qui est très très supporté par la communauté, qui a une énorme documentation et qui possède sa propre extension pour les vecteurs. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc voilà pour la petite présentation. Voilà pour la petite présentation. Merci pour le commentaire de... je n'arrive pas à lire de d'ici, c'est moi, qui dit que c'est original de faire une classe sur Twitch. Merci, merci. Et du coup, donc voilà pour notre petite présentation. Alors, désolé, il faut qu'on ait des micro-cravates, donc ça va être compliqué pour moi de coder et d'utiliser le micro en même temps. C'est vrai que c'est un problème. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Là, ce que je voulais vous montrer, bon, si je pense, je vais essayer pour pas frustrer, on va dire, nos téléspectateurs de loin. Alors, je vais arrêter la presse.
et on va passer justement à notre petit système. Là, l'idée, c'est pas que vous codiez en même temps, je vais juste vous présenter l'application et après, je vais vous partager le lien sur Twitch. Je vais vous partager le lien sur Twitch et à partir de là, j'uploaderai aussi la vidéo sur YouTube. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui sont à distance. Je vais présenter le code, après je vais arrêter le Twitch, mais je partagerai tout juste après. Comme ça, vous pourrez le reproduire chez vous facilement. Donc, commençons par la présentation du code. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? VS Code, ça m'intéresse pas. Moi, j'utilise PyCharm, mon code en Python, parce que je trouve que c'est un super IDE. Du coup, je vais vous présenter ce qu'on a fait. Et encore une fois, toutes les ressources seront partagées après. Je ne pourrai pas faire le workshop en live, mais on y travaille. On est encore des pros du stream. Et ça va venir. Du coup, pour l'application, c'est une application très simple. Vous avez du coup un fichier app.py, un fichier rack.py, un Docker Compose dans lequel on va stocker on va containeriser toute notre base de données, et un petit readme qui est vide. Ouais, génial. Très bien, j'ai pas fait mes devoirs. Ok, donc on va commencer par la partie RAG, qui est la partie la plus importante. On va dire en gros, entre guillemets, que c'est le back-end de l'application. Le front-end, ce sera le app.py, où j'ai utilisé un framework que je connaissais pas, mais que je trouve génial pour monter des démos. C'est Streamlit, Python. Cool, vous allez voir ça. Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui. Du coup, là, je fais plein d'imports. Tarder sur les imports, on va dire, les plus importants, à savoir la partie lama index. Ou lama index, qu'est-ce que c'est? J'ai juste fait ça sur leur site directement. C'est un qui se présente comme un data framework for LLM applications. Ok, je cherche le doc. Alors, documentation. Et du coup, en fait, ça va vous permettre de coder vous-même. On fait des applications qui sont LLM-based. Quelques use cases qui sont montrés ici. Tout ce qui est Q&A chatbot, le fait d'extraire, de comprendre des documents et d'en extraire certaines données. Quantité d'articles en langage naturel. Faire des JSON par exemple. Et le dernier step, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de créer des agents autonomes qui peuvent effectuer des actions et faire leurs recherches eux-mêmes. Il y a des projets assez dingues qui ont été faits à ce sujet. Et c'est disponible en Python et en TypeScript. Tout le monde est content. LangChain fait pareil aussi. Vous avez du Python et du TypeScript. Donc là, moi, je load plein de trucs de lama index et on va s'en attarder à ces différentes tendances plus tard dans le code. Du coup, tout ça, c'est tous les trucs qu'on chope de lama index. Et il y a un truc particulièrement, il y a 3 éléments particulièrement importants ici. Il y a l'endroit dont on récupère notre modèle d'embedding, qui vient de Hugging Face, qui est une plateforme open source d'IA. Vous allez avoir des LLM, des datasets, des modèles d'embedding, des modèles de computer vision, beaucoup de choses. Et on a aussi le fait d'utiliser Ollama. Donc Ollama, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tool formidable qui est aujourd'hui sur toutes les plateformes, il me semble, qui permet de run des LLM localement sur votre machine. Et ben, je vais vous montrer ça en live. Du coup, j'ai juste ouvert un terminal. Moi, je suis sous Linux, mais vous aurez la même expérience sur d'autres plateformes. Pas vérifier. Available for macOS, Linux and Windows, c'est en preview. Donc je pense que c'est supporté. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne bien sous Windows, mais je pense que ça fonctionne. Et par exemple, là, si je veux juste parler à un modèle genre i3, il y a un modèle Microsoft petit, costaud. Et il rank pas mal de benchmark open source. Là, j'ai juste à taper Ollama run phi 3 et je lui dis Hi, tell me about. Je connais ça dans sa language. Ah non, il s'est complètement gouré. Il me parle de single layer membranes, mais en même temps, je n'ai pas donné de contexte, donc c'est normal. Donc vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur ce type de modèle, là, je vais lui dire de générer une longue phrase. Vous voyez que ce qu'on appelle le throughput de token est sorti assez rapide.
C'est hyper impressionnant. Vous n'aurez jamais des latences si faibles. Peut-être avec... Et encore, vous serez toujours soumis au réseau. Vous faites des appels externes. Là, tout fonctionne sur votre machine et vous voyez que ben, l'inférence est immédiate. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est vraiment plaisant de voir ça. Donc moi, avant de faire ce workshop, justement, je manipule mon ordi avec une seule main. Avant de faire ce workshop, bah, j'ai testé plein de SLM pour m'amuser. Si je lis tous les modèles que j'ai téléchargés, ben, j'ai chopé Phi3, celui dont je viens de vous parler, Gemma qui est un modèle de Google, les différentes tailles de Phi3, et sur ma config dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors peut-être que c'est... Je suis censé pouvoir run jusqu'à du 60 milliards de paramètres sur M. Bon, j'ai toujours des segmentation faults. Je pense que c'est moi qui fais mal mon truc. Du coup, je vais régler ça. Mais je peux run jusqu'à du 14B sans trop de problème. Alors, qu'est-ce que c'est ces paramètres? En fait, quand on les initialise avec ce qu'on appelle des weights random, c'est-à-dire pour calculer ce qu'on appelle une loss function, c'est-à-dire une marge entre l'erreur constatée dans ce que génère, quel que soit le type de réseau de neurones, son output et qui était attendu de lui, eh ben, on va initialiser des nombres et lors de la phase d'entraînement, ces nombres vont être affinés jusqu'à ce que la loss function soit la plus petite possible, c'est-à-dire que la plupart du temps, son output corresponde à ce qui était pour l'entraînement. Classificateur d'image, par exemple, vous allez avoir des paramètres qui sont DOM initiaux. Vous allez entraîner votre modèle et petit à petit, les weights vont être modifiés. On appelle le fait de, plutôt que de faire dépendre la donnée d'une fonction, c'est l'inverse, c'est dépendre de la donnée. Correspond aux données qu'on veut en output, en avance. C'est un peu abstrait, mais l'idée de ces paramètres-là, c'est ce qui permet de générer avec justesse la réponse en fonction de la user query, qui ne vous sorte pas un truc qui a complètement rien à voir quand vous lui demandez quelle heure il est, par exemple. Ne donne pas une réponse qui a complètement rien à voir quand vous utilisez un certain ton et que vous parlez d'un certain sujet. Et du coup, moi j'ai téléchargé pas mal de LLM jusqu'à 14B. J'aime beaucoup Llama 3. J'aime beaucoup aussi Lava, qui est multimodal, c'est-à-dire qui est capable aussi d'accepter en input des images et de les décrire. Qui est complètement impressionnant et il est capable aussi. Tout ça, ça run sur votre laptop. Là, moi, je suis sur un ordi portable et je trouve ça juste extraordinaire de pouvoir mettre en œuvre des LLM directement sur sa machine. Donc, on peut instrumenter ces modèles-là pour faire des automatisations sans jamais faire d'appel à un quelconque service externe, à part le moment où vous avez téléchargé votre LLM ou SLM en l'occurrence, initialement. Du coup, moi, j'ai un modèle très petit ici. Ça, c'est le modèle d'embedding. Ils sont généralement plus petits que les modèles qui font la génération de texte. C'est ceux qui sont chargés, qui ont été entraînés à générer des vecteurs de nombres en fonction du contexte des mots dans un corpus plus grand. Et du coup, là-dedans, moi, ce que j'aime bien, c'est Llama 3. Est-ce que je l'ai ici? Oui, j'ai Llama 3. Vous verrez, par exemple, si je veux run Llama 3, vous verrez que le temps d'initialisation par rapport à Phi3, parce qu'il est un peu plus gros, là, il va être un peu plus... Et c'est normal parce que c'est un modèle un peu plus costaud. Et du coup, vous verrez aussi que la rapidité d'inférence, la rapidité de génération, un peu plus longue, c'est un peu moins fluide, mais ça se voit pas beaucoup. Mais on le voit sur des machines moins puissantes. J'ai essayé typiquement de run ça sur un RAM de CPU. Et et là, typiquement, c'est run sur DPS. Pas une machine de game. CPU. Et devoir aller. Vous verrez que par exemple, si je même Phi 3,
Oh, j'ai Gemma. Bon, si je run Gemma, même ordre, hein, et je donne un ordre d'idée. Je run Gemma 2B sur ce, vous verrez en fait que peu plus. Mais moi, je vous montre tout pour vous que même vous pouvez run. Après, bien sûr, scale si vous avez généré, vous avez des petites requêtes et que vous faites, et ça fonctionne. Du coup, c'est scalable dans la mesure où si on met en place l'infra, c'est possible de le faire. Et vous voyez que même si c'est un peu plus long que sur ma machine, ben, on a des performances décentes. Et à partir de là, je ne conseillerais pas ça pour faire des applications de chat, sauf si on a des machines plus puissantes. Mais pour faire tout ce qui est de l'extraction automatisée, ping ou formaté, ça peut être très intéressant d'utiliser ce modèle sur des serveurs, on va dire, low-end, voire mid-tier au maximum. Là, je reviens sur ma machine. Et vous voyez que ben, Ollama a une interface très simple. Donc, on peut arrêter ou. Pourquoi il y a écrit serve? Parce qu'on tourne sur Localhost. Et vous verrez que quand je fais petit système local pour appeler le LLM que l'on souhaite. Donc, ça, c'est pour la partie Ollama code. Si je reviens là. J'utilise bien sûr des librairies qui me permettent de discuter avec ma base de données Postgres, typiquement PsychoPG, SQL Alchemy. Et là, il y a une petite fonction. Bon, ça sert à rien, j'aurais peut-être pas dû faire une fonction, mais c'est pas grave. Là, ce que je fais ici, c'est que je renseigne le modèle que je veux. Typiquement, il faut que ce soit un modèle que j'ai listé, que j'ai déjà téléchargé à l'avance. Il faut que ce soit un modèle que j'ai déjà téléchargé à l'avance. Je passe juste le nom du modèle ici dans ma fonction. À partir de là, avec la librairie Llama Index, en utilisant l'objet Settings, je dis quel LLM je veux utiliser. Et vous avez des drivers, entre guillemets, des drivers. Vous avez des drivers pour Ollama, pour OpenAI, pour Mistral, pour tous les principaux AI providers. Mais si vous êtes en full local, vous avez juste à installer la librairie qui contient le driver Ollama. Vous précisez le modèle que vous voulez. Aujourd'hui, on va utiliser DeepSeek Coder. DeepSeek, c'est une compagnie chinoise qui fait des petits modèles, et qui font des gros modèles aussi. Mais pour le coup, celui-ci, en 1.3b, je trouve, mais j'ai pas fait de benchmark, on va dire, que les réponses sont plutôt pertinentes. Et à partir de là, vous spécifiez les LLM, ce modèle-là. Vous dites que vous mettez un request timeout. Et typiquement, vous allez utiliser vos modèles. Et je fais un autre truc, c'est que je change puis Hugging Face, forme qui compte au modèle, mon modèle d'embedding. Et celui-là est très intéressant dans la mesure où il a ranké sur pas mal de benchmarks comme supérieur à certains modèles qui étaient utilisés pour les embeddings et OpenAI. C'est un modèle très performant pour ça. Et à partir du moment où j'ai set tout ça, là, je peux récupérer ce qu'on appelle un query engine, c'est-à-dire ce qui va permettre de process et faire toute la partie RAG. Donc comment ça marche? Je me connecte à ma base de données Postgres, je set mes settings, donc là je peux changer de modèle d'embedding comme je veux, et après je vous partagerai le code bien sûr, je peux changer mon modèle, etc. Ensuite, je crée un vector store, et en fait le vector store, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la base de données spécialisée dans le stockage de vecteurs. Je lui donne un nom, et je précise la dimensionnalité des vecteurs. Souvenez-vous de ce que je vous disais. Un vecteur, en fait, ça peut avoir de nombres à l'intérieur. Et ces nombres-là, le nombre de nombres que vous avez dans votre vecteur, ça, c'est les dimensions. Donc, il y en a qui vont jusqu'à 1024, voire plus. En fait, plus
un modèle d'embedding utilise des vecteurs à haute dimensionnalité, plus il est capable de comprendre des intrications sémantiques un peu plus subtiles, entre guillemets. Et du coup, à partir de là, j'initialise mon vector store. Là, je crois que j'ai kill mon cache Docker. Je vais devoir décommenter ça. Super. Et je vais commenter ça. En gros, en JavaScript, c'est le fait de changer de langage tous les... Ok. Du coup, ça, j'initialise en fait avec la main index mon vector store. Tout ça, c'est des wrappers en fait autour de technologies existantes. La main index, c'est facile. J'aurais pu faire tout ça à la main, mais ça aurait été beaucoup plus galère que si je n'avais pas les classes fournies par ce type de framework. Du coup, je dis que je veux utiliser mon vector store qui correspond à la base de données Postgres et je vais vous montrer après comment je les set pour pouvoir le faire. Je dis que je récupère les documents d'une knowledge base here. Et là, j'ai utilisé pour le coup, j'ai utilisé la documentation de Scalingo. Et elle est disponible sur... Je ne sais pas si vous connaissez Cloud Provider. Et dans Scalingo, en fait, si vous allez sur leur GitHub, vous avez leur doc et à l'intérieur de ce repo et dans ce dossier-là, vous avez tous les posts en Markdown. Moi d'ailleurs que je les ai chez moi. Vérifie. Vous avez tous les posts en Markdown. Ouais, ils sont... Donc tous les... C'est de la documentation utilisateur. En gros, ça répond à des questions, où est-ce que je peux hoster mon application, etc. J'ai trouvé que c'était un bon use case parce que typiquement, ça peut remplir les cas de customer support, documentation technique, documentation. Du coup, je renseigne dans mes variables d'environnement où est-ce qu'il est censé aller chercher. À partir de ce dossier-là, la main index va créer ce qu'on appelle un vector store et va embedder le document, c'est-à-dire les transformer en vecteurs de nom et les associer. Et le texte après. À partir de là, on instancie ce qu'on appelle un retriever, quelque chose qui va, à partir de la requête de l'utilisateur, récupérer les documents les plus pertinents. Si en fait on veut récupérer par exemple les documents, à partir de là, j'utilise ce qu'on appelle un response synthesizer. Alors ce nom un peu pompeux, ça veut juste dire que on va récupérer des chunks de plein de documents à droite à gauche et on va de manière itérative composer une réponse en LM lui-même pour générer la réponse la plus pertinente possible. Donc toute cette logique, j'ai récupéré un bout de texte, je veux l'intégrer dans le bout de texte que j'ai précédemment récupéré de manière à fournir une réponse cohérente, qui aurait été un peu, c'est possible, mais ça aurait été un peu fastidieux de le faire avec juste du prompt engineering. La main index le fait. Et à partir de tous ces composants-là, on définit ce qu'on appelle un query engine qui va utiliser le retriever, le response synthesizer, et un truc sympa, qui s'appelle les nodes post-processor. Et en fait, dans tous les documents qu'on va récupérer, on va dire qu'il n'y a pas un score de similarité supérieur ou égal à ça, qui ont moins. Et j'essaye de timer le temps que ça prend. Du coup, ça, c'est pour la partie back-end code. La partie front-end, ce qui est génial, eh ben, vous allez avoir plein de tutos. Et en fait, je vais directement. Vous pouvez créer des applications. Vous pouvez créer des applications très rapidement de cette manière. Généralement, c'est pour faire de la visualisation de données, des petites démos. En fait, c'est un framework qui est utilisé par des data scientists qui ne veulent pas trop coder des UI, pas passer trop de temps à coder des UI, ou peuvent monter rapidement des applications. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. En gros, là, mon code, il fait même pas 50 lignes de code, et j'ai une UI qui me permet d'afficher mon query engine, etc. Donc ça supporte le streaming, c'est-à-dire qu'on peut voir la génération comme on avait fait dans notre terminal
en continu de la réponse plutôt qu'en une fois. Et la dernière pièce du puzzle que je vais vous montrer, c'est le Dockerfile qui contient ma base de données Postgres. Donc j'ai récupéré depuis l'image officielle de Postgres et j'ai juste rajouté quelques trucs où typiquement Postgres ça fonctionne comme d'autres softwares avec des extensions. Parce que par défaut, vous n'avez pas le support des bases de données vectorielles dans Postgres, mais c'est facile de le mettre en place en faisant un clone du projet en open source qui s'appelle pgvector, pour les bases vectorielles, et un make build. Et à partir de là, on a une image Docker qui contient un Postgres avec pgvector activé. Et bien sûr, pour run le truc, j'ai mis juste une GUI, c'est-à-dire une interface graphique pour pouvoir voir le contenu des headings. Et je vais commencer à run notre petit Docker Compose. Oula, ouais, j'ai kill mon cache Docker, du coup ça fait le download maintenant. Du coup là, je vais instancier ma base de données Postgres et sa petite interface graphique. Et il faut que j'attende justement que ce soit place avant de pouvoir run mon programme. Alors, j'espère que j'aurai pas l'effet des chaque démo problème alors que j'ai testé très bien. Peut-être que ça arrivera. C'est vrai que si ça arrive. Est-ce que rediff, il y a ton email perso dans le terminal? Ouais, merci Tristan. Trop tard. C'est pas grave si les gens veulent me spammer ou m'envoyer des emails intéressants, ils peuvent. Ça dérange pas. Merci toutefois Tristan de la remarque. Du coup, là, je suis en train de choper des images Docker dont j'ai besoin. Et j'ai besoin d'attendre que ce soit terminé pour pouvoir run mon programme Postgres. Là, il est en train de faire le make de pgvector. C'est pour ça que vous voyez tous ces de GCC à l'écran. Et du coup, on devrait bientôt avoir terminé. Et du coup, là, on a créé notre base de données et ainsi que la petite interface graphique qui devrait apparaître sous les yeux ébahis. Elle s'initialise. Ouais. Et du coup, ça c'est la GUI dockerisée dans le Docker Compose. Postgres, c'est pas compliqué. Ça va nous permettre de voir après ce qu'on va mettre dans nos headings. C'est pour ça que je vous la connexion dockerisée host Postgres. Encore une fois, je vous partagerai le code juste après. Et le password, super secure, c'est post. Pas évident de décrire. Hop, on va tester. Yes. Du coup, là, notre base de données, elle est complètement dans les tables. Je n'ai rien. Maintenant, je vais lancer mon application. Et du coup, là, c'est censé ouvrir effectivement la GUI utilisateur. Passer à ce place ce sera intéressant. Là, en fait, pourquoi je fais ça? Pour pouvoir voir dans pouvoir voir en fait tout ce qui se passe dans l'application. Comme ça, on voit tout ce qui se passe à partir du moment où je fais une requête. Du coup, là, j'ai run mon truc. Donc là, ça a initialisé l'application stream. Et ce qui va se passer, c'est que je vais... La dernière fois, ça fonctionnait. Du coup, là, je vais poser une question. Comment déployer une application Node.js Scalingo? Le sujet de la knowledge base, c'est Scalingo. Scalingo, désolé, j'écris. Je tiens le micro.
Hop. Du coup, là, ça va être très très lent la première génération. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est rien passé dans le sens où on n'a pas créé notre base de données vectorielle. Donc, il faut d'abord récupérer le modèle d'embedding. Là, heureusement, j'ai déjà récupéré le LLM, le SLM en l'occurrence. Et là, vous voyez en fait que le directory reader, ici, bah, il a récupéré tous les documents de la documentation, qui sont au nombre de 253, et il va les transformer, je vais essayer de scroller vers le bas, en embedding. Là, il est en train de les transformer en chunk. Du coup, la première fois, ça prend du temps parce que cet embedding n'existait pas auparavant. À la première mise en œuvre, c'est normal que la génération prenne du temps. Donc là, il est en train de générer des vecteurs de nombres à partir du texte de la documentation. Et encore une fois, ce n'est pas censé se produire. Les vecteurs existeront déjà. Donc, typiquement, si vous voulez mettre ce genre de système en production, pensez à générer vos embeddings avant, sinon votre premier utilisateur sera très déçu. Du coup, là, ça a été fait. Et là, la génération, elle a lieu en live où on a notre modèle DeepSeek Coder qui a récupéré toutes ces informations de la doc, qui nous a généré une réponse. La réponse n'est pas forcément hyper pertinente à chaque fois, parce qu'il y a quantité d'optimisation qu'on n'a pas faite, mais ça peut donner un résultat correct. Typiquement, là, je vais juste commenter la partie du code où on crée le vector store, puisque j'ai décommenté l'autre partie. Hop. Et là, typiquement, on n'aura plus la partie où on va créer les embeddings parce qu'ils ont déjà été créés. Et là, si je lui pose de nouveau une question, auto deploy Ruby on Rails, là, on va voir que si on va dans le logging de nouveau, bah, on a juste un embedding qui a été créé. On l'a vu de manière très fugace là dans la console. Mais c'est l'embedding de la question en fait. Parce que les autres embeddings des documents Unixio existent déjà. Et du coup, à partir de là, il est censé nous générer sa réponse. Il l'a déjà fait. Et là, il nous explique les moyens de créer une application Ruby on Rails, de la déployer sur Scalingo. Là, la réponse est un peu plus pertinente parce que tout à l'heure, je lui ai posé la question sur Node.js, mais il m'a répondu à côté sur Angular. Et pas forcément. Là, la réponse est beaucoup plus pertinente. Et on a un système RAG avec un modèle à 1,3 milliard de paramètres, ce qui est peu, notamment en termes de taille. Du coup, là, par exemple, si je vais sur Olama List, bah, vous avez DeepSeek Coder 1.3b. C'est vraiment, vraiment petit. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. C'est même pas un giga. Et il est capable de comprendre le langage et de générer du texte. Moi, je trouve ça. Et voilà. Du coup, ça, c'est pour la partie code. Maintenant, je vais vous montrer la partie embedding dans la base de données. Là, si je rafraîchis Postgres, on a créé cette table qui est référencée dans le code ici. Et en fait, cette table-là, si on regarde de plus près, si on regarde de plus près, bon, bug d'affichage, c'est s'afficher là. Allez mon gars, moi que t'as dans le ventre. Oh purée. Et là, c'est bien ma veine. Bon, je sais pas pourquoi j'ai un bug d'affichage sur Chrome maintenant, mais c'est pas grave. Donc là, on voit qu'on a stocké le texte des différents bouts de texte de la doc. Et on a stocké quelque chose de beaucoup plus important. Je vais là. Ce sont les vecteurs de nombres. Là, je suis désolé pour le bug d'affichage, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. On a stocké les vecteurs de nombres. Donc, chaque texte est associé à ce long vecteur de 768 nombres. C'est la dimension de notre modèle d'embedding. Chaque embedding a ce qu'on appelle un node ID et de la métadonnée associée. Là, donc, c'est sous la forme d'un JSON. Et bien sûr, il y a le texte original. Encore une fois, désolé pour le bug d'affichage, qui est le texte de la doc. Donc, on prend un morceau de texte, on le transforme en vecteur de nombre, à savoir 768. On lui donne ce qu'on appelle un node ID. Le texte résonne en termes de node. Et on associe plus tout ça, métadonnées, sous la forme d'un JSON. Donc voilà,
Pour la partie, on va dire, code, relancer la présentation. Tac. Et en fait, les prochaines étapes, une fois entraîné, et peut-être qu'on fera ça dans le prochain meet-up d'ailleurs, ben, c'est de tenter de déployer ça sur différentes plateformes, en VPS, sur du bare metal, en serverless. Essayer d'améliorer ça, d'améliorer les réponses du système avec ce qu'on appelle le grounding. Il y a quantité de techniques qui impliquent à la fois du prompt engineering et l'utilisation d'outils externes pour rendre les réponses les plus factuelles et les plus correctes possibles par rapport au business auquel doit répondre le bot. On peut implémenter aussi un pattern qui s'appelle Human in the Loop, donc un humain dans la boucle. Et en fait, ce pattern, qu'est-ce qu'il fait? Typiquement, vous allez avoir votre Customer Support Bot. Et si, par exemple, l'utilisateur au bout du fil dit je ne suis pas satisfait de la réponse, à ce moment-là, on appelle un humain qui, lui, va prendre le relais dans l'application et répondre à l'utilisateur. Mais ça permet de faire du pré-filtrage, par exemple. On peut rendre le système plus agentique, c'est-à-dire lui faire utiliser des outils externes. OpenAI et quantité de LLM aujourd'hui même en open source implémentent nativement ce qu'on appelle le function calling, c'est-à-dire que vous définissez des fonctions et le LLM détecte est-ce que vous voulez utiliser cette fonction et va trigger la fonction. Et on peut aussi s'amuser à créer ce qu'on appelle un RAG multimodal, c'est-à-dire qu'il va être capable de chercher sur différents types de médias, du texte, des images, du son, etc. Et aujourd'hui, il y a des sociétés qui pratiquent le mantra Embed Everything, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes leurs données, ils les transforment en vecteurs de nombres et ça leur permet de créer des applications augmentées pour fournir par exemple des applications d'e-commerce augmentées où vous aimez bien ce t-shirt-là, mais vous ne connaissez pas sa marque, vous prenez juste en photo le t-shirt, vous le passez au moteur de recherche, ça vous récupère des t-shirts similaires que vous pouvez acheter de nouveau sur le site. Donc ça, c'est des use cases possibles et des pistes d'amélioration qu'on a créé. Et moi, je trouve qu'on vit une époque fascinante dans la mesure où toutes ces techniques d'optimisation qui permettent de créer des SLM, Small Language Models, de plus en plus performantes. Nos machines elles, deviennent de plus en plus performantes. Donc peut-être qu'on peut envisager un futur où certes il existera des super intelligences dans le cloud qui n'est pas de performance. Mais localement, on pourra avoir des performances plus que décentes, faire des systèmes agentiques qui peuvent certains business spécialisés dépasser des modèles plus généralistes. Et du coup, je pense, moi, personnellement, que c'est très important d'étudier comment on peut implémenter ces locaux, parce que plus tard, peut-être que vous aurez un LLM dans votre micro qui va être capable de comprendre. Ouais, chauffe le truc, pas trop. Peut-être que ça, pas si loin. Et moi, je trouve ça juste très passionnant, excitant. C'est ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Du coup, je vous dis merci d'avoir participé. Moi, je vais passer au workshop maintenant avec les présents ici. Désolé, je ne retransmets pas le workshop. L'idée, c'est de permettre aux gens ici de mettre en place ce système. Et bien sûr, juste après, je vous partagerai tous les liens sur notre meet-up. C'est notre meet-up d'ailleurs. Notre meet-up qui est sur Meetup et qui s'appelle Reboot Hack. Reboot Hacks. Ouais. Donc on est à Strasbourg, vous cherchez juste Reboot Hacks, vous nous trouverez. On organise régulièrement des events. Donc récemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de système multi-agent et du DDD en .NET. Donc on parle de plein de sujets tech. Donc, cool. Et on a aussi une chaîne sur toutes ces plateformes-là. Donc moi je vous dis au revoir et je vais passer du temps physiquement avec les gens qui sont ici. Et merci d'avoir participé et à très bientôt. Là, je fais ma propre régie. Sauf si vous avez des questions. Vous avez des questions. Vous avez des questions. Ok. En ligne, je vais voir si je vais attendre un peu s'il y a des questions. Je ne pense pas. Ou on va dire qu'on a terminé. Je mets ma petite vidéo de end stream.